Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, Gilles Gressani, Grand Continent, Guy Konopnicki-Marian, Aline Lebaille-Kremer, LCI et Stand with Ukraine. On va tenter de faire de la prospective cette semaine sur l'année 2023 qui s'ouvre. On va parler aussi de la réforme de retraite et de l'interview d'Emmanuel Macron par Kamel Daoud en couverture du Point. Bonjour à vous, merci d'être ici, bonne année à tous les trois. On va voir avec vous ce qui va se passer dans l'année 2023 et on va commencer par l'avenir de l'Ukraine. Est-ce que 2023 verra l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ? Est-ce que c'est souhaitable qu'elle entre dans l'Union européenne ? Et est-ce que c'est souhaitable qu'à terme, elle entre dans l'OTAN ? Qui veut commencer ? Aline. L'année 2023 sera avant tout, me semble-t-il, la victoire de l'Ukraine. Parce que pour qu'elle puisse rentrer dans l'OTAN, dans l'UE, il serait bon qu'elle gagne la guerre avec notre soutien. Elle en a tragiquement besoin en ce moment. Elle a besoin de plus d'armes, elle a besoin de chars, elle a besoin d'encore plus de blindés. Elle a besoin que la communauté internationale renforce et maintienne son soutien militaire. Et sur la question de l'Europe, il est évident, peut-être pas en 2023, mais il est évident qu'à moyen terme, elle intègre l'Union européenne parce que c'est son combat et que des gens meurent depuis 8 ans. Parce que rappelons que un des points de déclenchement de cette guerre en cours et qui est assez dévastatrice, c'est le choix européen de l'Ukraine de s'engager sur un chemin européen. Donc il est évident qu'elle fera tout pour pouvoir s'intégrer à l'Europe le plus rapidement possible. Alors certains commentateurs disent que ça va être long, que ce sera compliqué, qu'il y a des tonnes de choses à voir en termes de réformes. Oui, il y a des choses à voir en termes de réformes dans ce pays, mais ce qui a éclaté à la face du monde, c'est la capacité d'adaptation rapide de l'Ukraine à des situations de crise absolue et à des choses qu'on croyait impossibles. Rappelons qu'au début, personne ne pariait un copec que l'Ukraine puisse résister et tomberait en 3 jours. Donc je pense, au vu de tout ce qui se passe depuis 10 mois, que les gens ont pu constater et que certaines choses ont pu être mieux comprises, mieux appréhendées, que le chemin de l'intégration d'Ukraine dans l'Europe se fera beaucoup plus rapidement que certains veulent l'admettre. Et même chose pour l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il en était déjà question. Rappelons que quand même, qui a freiné l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Parce que finalement, autour, quand s'est posé la question il y a quelques années, ça ne choquait pas plus que ça. Et on le regrette amèrement, en fait, depuis le 24 février, que l'Ukraine n'ait pas intégré l'OTAN en temps voulu. Gilles Gressani. Effectivement, si on essaie de se projeter sur l'an qui vient, il faut effectivement, et on parle de l'Ukraine, il faut évidemment rappeler que c'est une séquence de guerre ouverte. Donc effectivement, ce qui se passera sur le front sera déterminant. C'est quelque chose qui change un peu par rapport à la manière dans laquelle on avait envisagé la géopolitique depuis plusieurs années. C'est qu'au fond, effectivement, ce que se passe tactiquement sur le terrain va avoir des conséquences très majeures. Cela dit, évidemment, par la suite, il faut que le pays puisse tenir. Il traverse une crise très très grave énergétique. Plusieurs villes n'ont pas de lumière, n'ont pas de chauffage. Il traverse une crise économique très grave aussi. Donc en fait, c'est pas simplement un soutien, disons, lié à l'action sur le terrain, mais c'est aussi un soutien de la société ukrainienne en tant que telle. Je rappelle que l'Union européenne a voté un plan de soutien et d'aide économique à hauteur de 18 milliards sur l'année 2023. Donc un soutien massif et
continue. Et après, quelles sont les choses qui pourraient effectivement transformer le rapport de force, disons, non pas simplement sur le terrain, mais de la guerre en tant que telle? Eh bien, je dirais que ces trois choses, c'est la première, la plus essentielle, c'est qu'il continue à y avoir un soutien massif et homogène du bloc occidental et des pays de l'Union européenne. Jusqu'ici, on voit que ce soutien existe. Le deuxième point qui est absolument essentiel, c'est quel sera le rôle de la Chine. On a vu une Chine qui était très ambiguë dans le soutien au tout début de la guerre. Aujourd'hui, elle est peut-être plus ambiguë dans l'absence de soutien explicite. On ne sait pas, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de livraison d'armes chinoises en Russie. Donc, effectivement, est-ce que la Chine va lâcher Poutine? Et enfin, le troisième point qui est essentiel, ça a été rappelé, c'est la supériorité militaire sur le terrain. Donc, livraison d'armes de plus en plus sophistiquées qui permettront, avec l'intelligence et aussi la capacité et la résilience impressionnante du peuple ukrainien, d'avoir le dessus sur le terrain. Guy Gonopnik. Oui, moi, je pense que avant la question de l'intégration européenne, il y a la question de la guerre, évidemment. Donc, il y a en ce moment une bataille terrible. Est-ce que l'enjeu est décisif? C'est assez difficile, en dépit des défilés d'experts militaires constants sur les chaînes de télévision d'information continue. C'est quand même assez difficile à dire, parce qu'on dit oui, mais c'est une petite ville. Oui, Verdun aussi était toujours... Oui, évidemment, de Soledar. Et c'est une petite ville, ça c'est vrai. Verdun aussi. Et c'était une bataille décisive. Et je vous parle pas d'Ypres et de toute une série de patelins, de Bapaume et d'autres, dont le nom a été connu parce qu'en 14... Mais à Soledar, à Soledar aussi... Dniepro, c'est autre chose. Ça, c'est une grande ville. À Soledar aussi, d'après les informations qu'on a, c'est une boucherie. C'est une boucherie, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La question, jusqu'où, jusqu'à quand, l'issue de la bataille, quid de la mobilisation russe? Est-ce qu'il y a une nouvelle mobilisation en dépit des démentis, alors qu'il y a des signes assez clairs de nomination de responsables régionaux pour faire des listes, parce que les listes ont été mal faites, parce que l'État russe est déliquescent de tous les côtés, qu'ils n'ont pas réussi la mobilisation. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils vont, etc. La question de l'armement de la Russie, effectivement, bonne question. La Chine, je pense qu'elle sait jusqu'où ne pas aller. Et il y avait au début cette idée d'un échange. Il faut aider les Russes à prendre l'Ukraine de manière à ce qu'on puisse aller à Taïwan. C'est plus tout à fait, ils ont eu d'autres problèmes depuis, c'est plus tout à fait le deal. Alors, donc, on va revenir. On ne sait pas. On va revenir à la position de la Chine, mais pour l'instant, je voudrais avoir votre... Dans cette affaire, un mot encore. Quant à l'Union européenne, sur l'aide à l'Ukraine, elle a réussi à voter, elle a réussi à faire, mais elle ne s'est jamais portée aussi mal. Voilà. Alors, l'Europe, précisément, voilà. L'Europe, dans quel état, puisqu'on parle de 2023, dans quel état l'Europe sortira de cette guerre, si on en sort? Est-ce qu'elle sera plus unie, plus divisée, plus ou moins encline à aller de l'avant dans le domaine de la défense commune? Aline? Elle en sortira grandie. Parce que ça a réveillé aussi une unité que, pareil, au tout début, certains commentateurs n'auraient pas parié un copec sur une unité de la sorte. Ça a réveillé politiquement une solidarité européenne qui était... toujours selon certains commentateurs moribondes ou critiques, c'est la même chose pour l'OTAN aussi, également. Donc, ce que cette guerre aura réveillé, parce que au travers de l'Ukraine, c'est aussi à l'Occident qu'on fait la guerre, dans ce qui se passe en ce moment. C'est dit très clairement, ce ne sont pas de l'exégèse mystique ou des interprétations, c'est dit par les responsables du Kremlin que
au-delà de l'Ukraine, c'est à nous qu'on s'en prend, c'est-à-dire à l'Europe, à l'Occident, en grosso modo, pour réveiller les vieilles dates, mais à l'Ouest en fait. Donc, ce qui se passe en ce moment, et je pense que c'est ça qui change, et c'est ça qui aussi est au-delà des dynamiques humanistes de solidarité élémentaire, certes, mais il y a aussi ça qui est pris en compte dans les états-majors et dans les chancelleries en Occident. C'est cet armement lourd qui commence à arriver en Ukraine, c'est au nom de ça aussi, parce que ça a été dit. Et très clairement, en septembre, sur la place rouge... Il commence à arriver très doucement. Il faut que ça s'accélère, il faut que ça s'accélère et ce sera décisif. Mais je pense qu'il y a eu un réveil de conscience que la fin de l'histoire avec un montrage, c'était absolument pas vrai, que nos libertés, elles sont menacées par des régimes qui n'ont que faire de nos histoires de liberté d'expression, de droits des minorités, d'émancipation, de liberté de la presse, etc. Il y a ça qui se joue, parce que quand on regarde les alliés techniques au sens aide militaire de la Russie, on a quand même l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, qui sont pas réputés pour avoir pour passion ce type de valeurs, qu'elles soient européennes, anglaises ou américaines, quant à 2-3 notions de liberté fondamentale. Donc il y a ça qui se joue, et ce qui va se jouer énormément dans l'appui, et il semble quand même en bonne voie de plus en plus d'armements lourds à l'Ukraine, et parce que paradoxalement, en fait, on aura la paix sur ce continent en Europe avec une victoire militaire et la défaite militaire de ce régime. Et pour revenir à éventuellement une perspective pour 2023, qu'on pourrait voir aussi en 2023, et ce qui serait souhaitable, clé et fondamental, en tout cas de mon côté, c'est qu'on assiste à la chute de ce régime. Et ça passera par une défaite militaire totale. Du régime russe. Bien sûr, le régime russe de Vladimir Poutine. Alors, attendez une seconde, parce que... optimiste par un petit point qui concerne l'Europe, tout de même, le seul pays où le sentiment européen a reculé, c'est le Royaume-Uni. Voilà. L'Europe a perdu une grande nation qui se mord les doigts aujourd'hui, très majoritairement, d'avoir quitté l'Europe. Mais le sentiment européen a pesé sur les élections italiennes, on l'entend en Hongrie, en Pologne, dans toute une série de pays sur le terrain électoral. Hélas, notre liste. Mais on trouve une unité sur France. La question ukrainienne de tous ces pays-là, y compris l'Italie, parce que les commentateurs au début nous expliquaient que Mélanie ne soutiendrait jamais l'Ukraine au nom de justement de ce désaccord politique et de cet anti-européanisme. Ce n'est pas vrai. Et elle est quasiment en l'un des soutiens, en tout cas militaires, les plus forts et les plus inconditionnels de l'Ukraine. Donc c'est sur ce point de la question ukrainienne, à part, et encore ça s'est calmé du côté de la Hongrie, il y a une unité absolue. Et après, il y a des désaccords sur les déclinaisons ou les modes opérationnels ou les calendriers, mais sur le fond, d'un bout à l'autre de l'Europe et de l'Angleterre, sur la question ukrainienne, et c'est ça qui est le ciment de l'Europe et de certaines valeurs absolues en ce moment qui se joue, c'est cette unité où tous les chancelleries expliquent on soutiendra l'Ukraine jusqu'à sa victoire. C'est fort quand même. La Hongrie est surtout attachée à des valeurs sonnantes et trébuchantes de l'Europe, et la raison pour laquelle il évolue, c'est quand même ça. C'est qu'à un moment, la balance économique, il y a ce qu'on essaye de faire en bravant les règles européennes. Et c'est comme ça qu'on tient aussi, c'est grâce à l'Europe en ce moment. Et ce qui fait qu'on a une monnaie qui tient et une économie qui tient à peu près, c'est l'Europe. Donc, oui. Alors, on va laisser, même chose pour l'Italie, Gilles s'exprimer sur l'Europe, mais je voudrais vous demander auparavant, parce que dans le numéro de Grand Continent, vous dites que si le désordre est certain, je vous cite, le chaos n'est pas encore une nécessité. Alors, quelle différence vous faites entre le désordre et le chaos ? C'est qu'au fond, le désordre, c'est ce qu'on a face à nous. On voit que les choses ne sont pas organisées, que tout est en train de se recomposer et d'une manière qui peut paraître très chaotique. Mais au fond, le fait que les choses ne soient pas organisées ne signifie pas forcément qu'on ne peut pas trouver une autre manière d'organiser
On ne peut pas trouver une autre manière de redéployer les forces, etc. Et donc là, le pari que nous faisons, c'est que c'est possible aujourd'hui d'articuler une nouvelle organisation qui soit moins injuste, plus puissante, peut-être aussi plus capable de répondre à des intérêts fondamentaux. Et c'est là qu'il y a cette distinction qui n'est pas que rhétorique. Et pour revenir au débat passionnant entre vous deux, effectivement, je pense que la chose qui est très intéressante à étudier dans cette séquence, c'est qu'on voit que la Hongrie d'Orban est aujourd'hui le seul pays qui dont la leadership assume le fait de pouvoir ne pas soutenir Zelensky. Je rappelle que au lendemain de la réélection d'Orban, dans son discours de victoire, Orban dit « J'ai gagné contre Zelensky ». Aucun leader européen aujourd'hui, mis à part Orban, accepterait de tenir des propos aussi durs vis-à-vis du président ukrainien. Pourquoi il l'a fait ? Ça, c'est plutôt la question qu'il faut se poser. Pourquoi la Hongrie d'Orban n'est pas convergente alors qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, Mélanie, elle est hyper alignée, même en fait, elle est beaucoup plus proche dans son position vis-à-vis de l'Ukraine des pays baltes que de la France de Macron. Pourquoi Orban a fait ça ? Je pense qu'il avait en tête un calendrier qui s'est révélé sans doute mauvais, c'est-à-dire, au fond, après les midterms aux États-Unis, et donc, après la victoire, c'est ce qu'ils pensaient des républicains et des républicains à matrice trumpienne, le soutien à l'Ukraine aurait diminué, aurait baissé considérablement. Et donc, au fond, on aurait eu besoin d'avoir un nouveau type de leadership, beaucoup plus accommodant vis-à-vis de Poutine, beaucoup moins à même de soutenir l'effort de guerre. Et au fond, il aurait été un peu le first mover, la première personne à se positionner là-dedans. Et c'est là, je pense, que c'était un échec, effectivement. Et on le voit parce que même avec la victoire, disons, nuancée des Républicains, jusqu'à présent, on voit une forme de convergence, de continuité du front. Par contre, et je pense que c'est un point essentiel à souligner, il ne faut pas se leurrer. Le rival principal des États-Unis n'est pas la Russie et ne sera pas la Russie dans les prochaines années. Le rival systémique des États-Unis, c'est la Chine. Et donc ça a des répercussions très fortes vis-à-vis de ce conflit. Ça n'a une essentielle pour nous, Européens, c'est qu'au fond, si nous voulons pouvoir défendre notre continent, il s'agit de prendre en main les instruments et les moyens de sa défense. Et on ne pourra plus reposer même si évidemment les États-Unis sont capables d'être une plateforme, avec l'unique force de traction atlantique. Alors, je voudrais votre sentiment à l'une et aux autres des 4 dirigeants autoritaires, ou plutôt, disons, le mot dictatoriaux, qui pèsent sur cet état de guerre. Il y en a 4, Poutine, Xi Jinping, Ali Khamenei et Erdogan. Parmi ces 4, quel sera celui qui sera encore là à la fin de 2023 ? Guy ? Comme disait un dirigeant qui n'était pas un dictateur, Georges Pompidou, je ne suis pas Madame Soleil. Si on regarde, apparemment le seul qui reste encore soumis au suffrage universel, les élections, un processus électoral, c'est Erdogan. Voilà. C'est un président élu, réélu, et un président qui peut être battu. Qui peut être en difficulté. Qui peut être en difficulté. Alors, je n'ai pas en tête le calendrier électoral, il y a le mois de juin. Il a perdu... il a eu de sérieux revers dans toutes les élections locales, les élections municipales, mais il réagit en foutant en tôle le maire élu. Bon. Ensuite, en jouant cette provocation monstrueuse qui consiste à relancer la guerre contre les Turcs en mettant un attentat sur leur dos, sur le dos du PDKI, qui réfute absolument toute participation à l'attentat en question. Il y a l'histoire de Paris, tout de même, qui n'est pas rien, qui est l'assassinat des dirigeants kurdes, des dirigeantes en plein Paris. Des choses-là, même si on a manipulé un fou, mais ce que disent les Kurdes, c'est
c'est quand même pour eux. Pour eux, c'est la Turquie qui est derrière. C'est quand même un curieux hasard. En plus, c'est la deuxième fois que ça se produit à Paris. Donc, le problème d'Erdogan, c'est il marche au bord du Rubicon. C'est-à-dire que le moment, est-ce qu'il va étouffer toute l'égalité? Alors vous dites est-ce qu'il va étouffer toute l'égalité, devenir dictateur absolu? Alors vous dites le plus fragile... Ou se soumettre au processus électoral. Le plus fragile, dites-vous, je résume, c'est Erdogan. Pour des raisons institutionnelles, c'est Erdogan. Aline. La question est pas facile, parce que d'une manière générale, encore une fois, de ce qui va se jouer en Ukraine va dépendre aussi l'avenir de certains de ces personnages, parce que d'une manière générale, ce qui se joue, c'est un rapport à la démocratie, un rapport à la liberté. Donc c'est quand même ça qui est en jeu, et que en gros, ce qui va se décider en Ukraine, c'est qu'est-ce que finalement la force et la brutalité mènent à la victoire, et quelle réponse on donne. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on laisse pas faire? Si on laisse faire, ça va être un blanc-seing et une façon peut-être qu'auront certains États à reproduire finalement ce type de brutalité, de faire fi de tout ordre international, règles internationales. C'est ça qui se joue. Donc en fonction de ce qui va se passer en Ukraine, oui, quel est le maillon faible? C'est ça la question. C'est vraiment pas simple, parce que on pourrait dire que c'est le maillon faible, c'est peut-être au rapport de ce qui se passe en interne et en termes de mouvement et de mobilisation. Les mobilisations sont extrêmement fortes en Iran, donc ce serait peut-être le régime iranien le plus fragile, sauf qu'il n'est toujours pas tombé, et il réprime avec une violence incroyable les mouvements, le mouvement incroyable qui a émergé suite à la mort d'une jeune femme, et des femmes en particulier, et des étudiants, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça commence aussi, la liberté, c'est quand les femmes et les étudiants s'en mêlent et qu'elles sont rejointes par les hommes. Donc je résume, celui qui est le maillon faible pour vous, c'est et celui qui va tomber, est souhaitable de voir tomber, c'est Poutine. Gilles Gressiani. Il y a beaucoup de précautions qu'il faut toujours prendre quand ce type d'exercice, parce qu'on a toujours l'impression que par la suite on sortira de cet audio en disant voilà, vous avez dit que. Mais au fond, je partage effectivement le constat de ces 4 régimes, le seul dans lequel il y a la possibilité, qui reste virtuel, mais quand même qui est là, d'un changement linéaire de régime l'année prochaine, et c'est le régime turc d'Erdogan. Au mois de juin, il y aura les élections. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Turquie? Presque tous les partis, 6 partis d'opposition, ont fait une plateforme commune. Erdogan est très faible dans les sondages. C'est la première fois depuis assez longtemps. Erdogan est au pouvoir, d'abord en tant que Premier ministre depuis 2003, et en tant que président de la République de Turquie depuis 2014. Donc c'est un règne très long. Même si vous voulez 20 ans de règne absolu, c'est long à porter. L'inflation frappe très fort le pays. Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense que c'est un exercice de perspective qui peut être intéressant. Face à cette instabilité des sondages, quelle est la carte que peut jouer Erdogan? Il ne peut pas faire du développement interne économique parce que la situation est très fragile. Par contre, il peut rejouer la géopolitique. Et donc, effectivement, là-dessus, plus que la question kurde, moi, c'est sur la question grecque que je serais inquiet. Pourquoi ne pas essayer vous allez développer ça dans un instant, mais le compteur est notre maître, et donc on va faire une pause pour entendre les titres du journal, et le 4K revient dans un instant. Le 4 politique de la semaine avec Gilles Gressani, Guy Konopnicki, Aline Lebaille-Crémer. Alors nous parlions des 4 dictateurs dans le monde aujourd'hui, Poutine, Xi Jinping, Ali Khamenei et Erdogan. Alors on disait quel est le maillon faible. Je résume les épisodes précédents. Guy Konopnicki dit Erdogan, Aline Lebaille-Crémer dit Poutine, et oui. Vous étiez en plein développement, donc on va lui laisser la parole. Gilles Gressani vous dit, vous aviez l'air d'hésiter entre Erdogan et Xi Jinping. Mais disons, Erdogan, c'est clairement la personne qui risque concrètement de perdre le pouvoir cette année d'une manière, disons, linéaire, parce qu'il y a les élections au mois de juin.
c'est une situation instable économiquement à l'interne. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Probablement, il va jouer la carte géopolitique. Donc, il va essayer de peut-être continuer ses provocations à mer Égée, peut-être essayer de saisir une île grecque. Ce sera une crise majeure parce que évidemment la Turquie est dans l'OTAN, donc ce serait même un test assez inquiétant pour la tenue du front uni en Ukraine. Et c'est pas quelque chose totalement à exclure, même c'est c'est relativement possible effectivement qu'il essaye de faire un peu un effet drapeau, la grande Turquie qui reprend la possession des îles pour essayer de incarner comme ça un rêve de grandeur qui était un peu aussi sa promesse, disons, et qui lui a permis de tenir dans le temps. Avec la Chine, nous sommes dans un cas de figure assez différent. La Chine, et on en parle beaucoup dans le volume que vous avez lu, Stabilité. Que j'ai sous les yeux, politique de l'intérêt. Vous parlez de la Chine, de la pandémie et du climat, mais effectivement... Et effectivement, la Chine est toute la première Chine partie. Est très présente. Est très présente parce que je pense que c'est un régime qu'on connaît peu. Et on a un peu l'impression que c'est, voilà... que le parti, c'est comme le parti socialiste, quoi. C'est un petit parti. Le parti, c'est 5 millions de membres. C'est une chose structurante de la société chinoise. Et ce qui est en train de se passer en Chine avec la direction Xi Jinping, c'est qu'au fond, on est en train de changer de promesse, de vision, de contrat social. Le Parti communiste, depuis 20 ans, offrait un contrat social assez clair. On vous donne de la croissance et de la prospérité, vous nous donnez la gestion de la société. Et donc, ce qui va avec la répression des libertés individuelles, le contrôle, etc. Au fond, cette promesse s'est un peu essoufflée parce que la croissance s'est aussi essoufflée, parce que les États-Unis ont commencé à être beaucoup plus proactifs dans la rivalité vis-à-vis de la Chine. Et Xi Jinping essaye depuis plusieurs années désormais de changer un peu de fusil d'épaule. De la croissance de l'économie, on passe à la fierté nationale et à une dimension plutôt de retour, de restauration du rang de la Chine, du rang historique et millénaire de la Chine. Le Parti communiste chinois deviendra ainsi, disons, l'héritier de la bureaucratie céleste des empereurs. Xi Jinping, ce serait un peu l'empereur rouge. Et ce changement est très complexe à effectuer parce qu'il s'agit fondamentalement de, évidemment, réinstaller dans la société chinoise des valeurs de fierté, tout en même temps maîtriser une difficulté très forte, c'est que la croissance est en train de s'essouffler, la dette explose, les ménages commencent à avoir des problèmes de consommation, le Covid a été très très dur et la gestion du Covid-0 a été très dure, ce qui a été retiré, ce qui aujourd'hui provoque une crise sanitaire majeure, on parle de 250 millions de contaminés, probablement 1 million de morts depuis un mois et dans les prochaines semaines, donc une crise sociale interne très forte. Toutefois, le parti reste au cœur du système et il a la main dans le déroulé du politique et c'est difficile même d'imaginer que le Xi Jinping et le Parti communiste chinois pourraient ne pas garder cette emprise et cette hégémonie dans l'année qui vient. Alors, on va... un dernier mot peut-être, juste un petit mot pour dire... faire un peu le point, parce que bon, après de nombreuses défaites russes sur le terrain, on parle d'une petite victoire militaire de la Russie. C'est une victoire de l'armée ou c'est une victoire de la milice de Wagner? En tout cas, ce matin, c'était pas encore très clair, parce que c'est une victoire qui a été annoncée par Wagner, mais qui, de façon inhabituelle, a été quand même pas confirmée tout à fait par le Kremlin. Il y a beaucoup de choses à décoder dans ce qui se joue. Je voulais juste rajouter sur la petite question précédente, parce que des dictateurs aussi sur la planète, il y en a d'autres. Il y a la Corée du Nord, il y a Bachar el-Assad. Ce qui les caractérise aussi, tout cela, c'est la volonté impérialiste, c'est-à-dire d'expansion et d'aller grignoter des territoires et de l'influence, qui n'est pas le cas, par exemple, de la Corée du Nord. Donc il y a ça que se joue sur la Chine, sur Erdogan, qui du coup va se mettre dans un rôle aussi à l'international de grand médiateur et d'essayer d'avoir une posture de médiation. Donc en tout cas, pour revenir sur le terrain militaire de l'Ukraine, il n'est pas encore acquis la victoire de la Russie dans cette petite ville à côté de Bakhmout, parce qu'il faut quand même remettre en perspective qu'on nous annonçait la prise de Kiev en 3 jours et que là, on en est finalement dans les faubourgs de Bakhmout et encore plus dans la mine de sel très exactement. Donc il faut aussi relativiser la victoire et la propagande qu'il va y avoir autour. Parce que elle peut tomber, cette ville, évidemment. J'ai pas lu les dernières dépêches, donc c'est en train de se jouer. C'est extrêmement violent, parce que rappelons Prigojine
le chef de la milice Wagner veut avoir la main sur ces victoires, veut cette victoire, a engagé tous les moyens. Est-ce qu'il y a des appuis aériens de l'armée régulière russe ou pas? Ce n'est pas encore très sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, rappelons quand même que Wagner a été qualifié de groupe terroriste par l'Union européenne. Rappelons que Wagner est du genre aussi à achever à coups de masse les crânes de ces hommes qui seraient tentés par la désertion. C'est extrêmement violent et c'est une vraie boucherie d'envoyer au front, en première ligne à l'abattoir, sans équipement et sans formation, des jeunes gens. C'est aussi ça qui est en train de se jouer. Bien, on va parler avec vous, parce que c'est l'actualité, la réforme des retraites. On va parler aussi, si on a le temps tout à l'heure, de Dieudonné. On va faire le traditionnel coup de cœur ou coup de griffe de la semaine pour chacun d'entre vous. Mais je voudrais qu'on dise un mot sur Macron et l'Algérie, parce que Emmanuel Macron est décidément sur tous les fronts depuis quelque temps. Il y a cette grande interview sur l'Algérie dans Le Point. Il y a une interview très intéressante dans les conversations du Papotin sur France 2. Il y avait il y a quelque temps Macron dans Le Grand Continent, votre journal. Macron est sur tous les fronts, Gilles. Il y a effectivement une tentative. Je pense que on sous-estime une chose essentielle, c'est qu'au fond, la réélection est historique. C'est le premier président de la République à être réélu avec le quinquennat. C'est d'ailleurs le premier du XXIe siècle, donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Le premier, disons, personnalité politique vraiment XXIe siècle qui est réélu. Toutefois, il n'y a pas de parti. Toutefois, il n'y a pas d'organisation, disons, sociale. Et au fond, j'ai l'impression que ce qui se passe avec cette prise de parole très fréquente, c'est précisément une tentative de combler ça. Au fond, d'être très présent dans des espaces très différents pour essayer de pouvoir agir et de marquer l'actualité. Est-ce que c'est une stratégie payante sur le long terme? On peut se poser la question, parce qu'effectivement, c'est très difficile d'imaginer de pouvoir organiser et gouverner un pays aussi complexe que la France, simplement en étant une petite équipe, aussi brillante soit-elle, aux manettes. Et là, effectivement, peut-être on retrouve aussi une chose dont on ne parle pas assez, mais je pense que dans les prochains mois, on verra beaucoup plus. En France, pendant 4 ans, il n'y aura pas d'élection, sauf dissolution de l'Assemblée. Et au fond, tous les acteurs de la Macronie, tous les acteurs de l'espace politique aujourd'hui, regardent Macron comme quelqu'un qui évidemment est central, mais qui ne le sera plus, parce qu'il ne peut pas se représenter. Et donc, au fond, ça signifie que pendant les prochaines années, on assistera probablement à des formes de guerre fratricide à l'intérieur de cette énorme... C'est pour ça qu'il veut aller vite, et à la fois sur la réforme des retraites et sur l'Algérie, où il dit des choses. Sur ce statut particulier, effectivement, moi je n'étais pas de ceux qui se réjouissaient de la mort des partis en 2017. Disant, ça va manquer à la démocratie. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la place? La question se pose maintenant. Vous voyez le ridicule les 3 candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste qui ne parlent que du parti, de ce qu'il en reste et de comment le sauver, et pas les perspectives politiques qui sont incapables de dégager. Vous regardez la crise de la France insoumise, qui est en fait le parti réduit à un homme, aucune structure démocratique, et donc la première petite connerie, parce que je ne sous-estime pas les violences conjugales, mais enfin, franchement, qu'un parti explose sur une histoire personnelle d'un dirigeant, alors personne ne veut, mais quand même il explose là-dessus. Personne ne veut parler. La Macronie, le parti n'existe pas. Personne ne veut parler de Macron sur l'Algérie. Il dit pourtant des choses fortes. Il dit: je suis intraitable quant aux tentatives de voiler les jeunes filles à l'école. Il dit: ceux qui aiment l'islamisme politique sont ceux qui ne vivent pas sous son joug. En même temps, il fait des ouvertures, il propose l'ouverture des archives de part et d'autre en Algérie. Il dit des choses. Non, mais de part et d'autre, c'est absolument intéressant, parce que, effectivement, la France a beaucoup avancé sur l'ouverture des archives.
Il y a un historien, mon ami Benjamin Stora, qui s'est vu confier une mission. Il en parle d'ailleurs. Qui a fait quand même énormément de choses et qui a beaucoup changé l'image, l'idée qu'on a de la guerre d'Algérie, et qui naturellement est insulté, traîné dans la boue et a droit aux insultes antisémites en Algérie. Côté algérien, l'ouverture des archives, ça n'existe pas. Alors, évidemment, en plus, le FLN était une organisation clandestine, donc à un moment, il y a les archives du GPRA qui étaient au Caire puis à Tunis. Mais il est évident que dans la clandestinité, on ne garde pas des masses de paperasse. Aline Lebas, tout de même, il y a un formidable blackout du pouvoir algérien sur la réalité de l'histoire, et pas seulement l'histoire de la guerre, d'ailleurs. Aline. En tout cas, ce qui est fondamental pour nous, c'est que plus ce dossier sera travaillé, parce qu'il est immense dans les mémoires collectives. Alors, je ne sais pas si on va dire de part et d'autre, mais en tout cas, rien qu'en France, c'est un énorme sujet. Enfin, cette guerre qui mérite encore beaucoup d'attention, beaucoup de travail, beaucoup de dialogue, sûrement, parce qu'il y a des blessures, il y a des incroyablement encore à vif, en fait, et que de cette mémoire-là découlent certaines, on va dire, pour le dire publiquement, comme dirait l'autre, tensions dans la société, qui, qu'on le veuille ou non, nous amène à conclure qu'il y a encore des choses à travailler manifestement. Alors, je voudrais qu'on n'évacue pas, parce que c'est l'actualité la plus immédiate, c'est la réforme des retraites. Le coup près est tombé. Elisabeth Borne, qui est en première ligne, a fixé l'âge du départ à la retraite à 64 ans, sachant que le départ sera progressif jusqu'à l'échéance de 2030. Est-ce qu'elle va y arriver? C'est un problème. Je voudrais commencer par avoir le regard de Gilles Gressani. Comment ça se passe en Italie? Parce que j'ai cru voir que l'âge du départ à la retraite était à 67 ans, et il est à 67 ans depuis 2011. Oui, en 2011, pour qu'on restitue la période, c'était le gouvernement Monti. Donc c'était le gouvernement, disons, technocratique, qui avait été nommé par le président de la République italienne, donc de façon tout à fait constitutionnelle, mais d'une façon quand même un peu anormale d'un point de vue de la continuité politique, pour essayer de résoudre la crise économique très grave qui avait frappé le pays. Disons, la crise plutôt de la confiance quant au gouvernement Berlusconi de pouvoir gérer la dette massive de l'Italie, pour être très précis. Le tout dans le contexte, rappelons-nous, de la crise économique de 2007-2008. Et donc, ce gouvernement, effectivement, avec beaucoup d'autres choses, il avait sur la table le fait de faire des réformes structurelles, parmi lesquelles, effectivement, une réforme des retraites très, très dure, parce que c'était un passage presque abrupt et presque soudain de 60 à 65 ans. Et donc effectivement, qui était vécu d'une manière assez brutale, mais qui en même temps était aussi quelque part compris parce que il y avait cet élément d'urgence, d'exceptionnalité. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas présent aujourd'hui en France. En fait, je pense que s'il y a une bonne partie de la population qui ne comprend pas et qui ne suit pas cette réforme, c'est que sans doute les raisons et les causes paraissent encore un peu claires, que la méthode, encore une fois, on revient à cette idée-là, il n'y a pas de concertation, en tout cas elle n'est pas aussi structurée, elle n'est pas aussi forte, donc elle paraît là aussi brutale, et surtout on a l'impression que c'est un peu contre-cyclique par rapport à un État qui a beaucoup protégé dans les dernières années, qui était très proactif au fond dans le soutien de l'économie. Et est-ce que c'est un point qui peut faire basculer la trajectoire du gouvernement Borne? Je serais très étonné que ce ne soit pas un moment, en tout cas décisif, quant à un élément essentiel de la trajectoire de la majorité présidentielle, un passage de plus en plus vers le centre-droite, parce que cette réforme ne peut passer que s'il y a fondamentalement une levée de l'ambiguïté entre les Républicains et la République en marche. Alors, avec les Républicains, puisque Mme Borne est effectivement à la manœuvre, c'est elle qui a procédé aux consultations des derniers mois, c'est elle qui en a fait l'annonce aussi. Est-ce qu'elle s'est montrée convaincante? Elle s'est montrée convaincante avec
le Parti des Républicains qui a rejoint. Elle ne s'est pas montrée convaincante avec les syndicats, puisque tous les syndicats sont unis contre cette réforme. Non seulement tous les syndicats sont unis, mais on ne peut pas dire que le patronat, les différentes organisations patronales, les grands, réunis au MEDEF et les autres dans les organisations de PME, se montrent d'un enthousiasme délirant. Pourquoi ? D'abord, ils n'ont pas envie ils vont payer les conflits sociaux. Le patronat va payer les conflits sociaux et il a refusé différentes méthodes qui pouvaient améliorer la copie, notamment l'augmentation des cotisations. Ils n'en veulent pas, ce qui peut se comprendre, mais ils n'en veulent pas. De l'autre côté, il y a un front syndical comme on l'a pas vu depuis des années, pas même en 95. C'est-à-dire que y a tout, la photo à la sortie de Matignon, il y a de quoi inquiéter un gouvernement. Quand vous avez la CGPME et la CGT sur le même cliché, en plus de la CFDT, de la CFT, CNF, que tout le monde est là, la fonction publique comme le privé. Je ne sais pas ce qui va se passer ces jours-ci, 19 janvier, première manifestation, premier mouvement de grève, c'est effectivement... Et 21 juin, et 21 janvier, pardon, 21 mobilisation janvier, de la France Insoumise. Voilà. Et donc, et ça, la France Insoumise, bon... au fond, c'est marginal. C'est-à-dire que M. Mélenchon est toujours lambertiste, et donc quand il y avait, je me souviens du moment où l'organisation communiste internationaliste et ses différents masques appelaient à une manifestation centrale de la jeunesse, quand la jeunesse était déjà en train de manifester spontanément. Aline Levaille, donc, ils recommencent, ils refont la même chose. On va vous dire la manif de Mélenchon. La manif oui, de mais Mélenchon, enfin, la question est de savoir est-ce qu'on peut faire une réforme il a déjà cassé le mouvement. Il a déjà cassé le mouvement. Il a déjà cassé le mouvement. Réponse. Ça risque d'être compliqué. Après, sur la question de la retraite aussi, de cette réforme, en ce moment en Europe, va peut-être falloir aussi que les syndicats réfléchissent, parce qu'il y a eu des déclarations très dures, ce qui peut s'entendre dans un débat démocratique, mais une volonté de blocage total du pays. Je ne suis pas sûre que quiconque en sorte gagnant à bloquer un pays économiquement en ce moment, avec ce qui se joue en ce moment. Il y a peut-être, s'ils ont raison, je n'en sais rien. Voilà, je n'ai pas la réponse à cette tâche de départ à la retraite, mais s'ils ont raison, peut-être réfléchir à pas faire payer aux salariés, aux autres salariés, à amener encore plus de difficultés dans un contexte déjà difficile aux gens j'ai envie de dire, qui n'y sont pour rien. Et donc, il y a peut-être à réfléchir quelque chose d'un peu sur les modes d'action. Alors, il y a sur la structure politique, pardon, mais sur la structure politique de la France, on a entendu Emmanuel Macron, premier quinquennat, dire qu'il allait régler les questions en passant par-dessus les intermédiaires. Ces intermédiaires s'appellent les partenaires sociaux, s'appellent les syndicats, s'appellent les organisations. Il s'obstine dans cette voie. Notre ami Serge vous avez remarqué qu'ils s'appellent tous Serge, les réalisateurs techniques des bonnes émissions. Eh ben, le nôtre, il s'appelle Sergio. Sergio me fait remarquer qu'il faut accélérer, donc je fais un tour de table. Vous allez me dire rapidement, en style télégraphique, ce que vous avez pensé de la demande d'excuses de Dieudonné. Et deuxièmement, on va faire le rituel habituel, à savoir votre coup de cœur de la semaine. Ça peut être, je dis ça pour Gilles qui nous rejoint et dont j'espère qu'il deviendra un habitué de cette émission.
Votre coup de cœur, ça peut être une exposition, un film, un livre, ce que vous voulez. Alors tout ça, rapidement. Dieudonné d'abord. Plusieurs hypothèses sur Dieudonné, pas sincère, marketing et a priori une entourloupe dans le propos et une indignité absolue. Enfin, en tout cas, si on me demande si je crois ou pas à son forme de repenti, la réponse est non. Voilà, c'est ce qui. Vous dites il n'est pas sincère. Non, il y a plusieurs hypothèses et notamment il y a des indices auditifs sur ces excuses il présente ses excuses, je crois. C'est aussi le titre de spectacle où la communauté juive en a plein la figure. On est peut-être dans un mode pervers absolu qui est sa marque de fabrique au passage. Donc il n'est pas exclu que Israël Magazine, je crois, qui a fait le choix de publier ça, s'en morde les doigts et se fasse ridiculiser s'il en est. Alors voilà. Et mon coup de cœur, en style télégraphique, s'il vous plaît. Une soirée mardi soir. Le 17 janvier, organisé par l'Écuge, la loge Georges Gershwin du Bnei et Stand with Ukraine en soutien à l'Ukraine, une soirée qui s'appelle Shalom Ukraine, qui sera organisée rue Lafayette avec des intervenants ukrainiens. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les Juifs et l'Ukraine, c'est mardi soir au centre de l'Écuge rue Lafayette. Guy Gonopnicki, toujours rapidement, s'il vous plaît. Oui, sur Dieudonné, très rapidement, parce que j'en ai déjà parlé dans une chronique sur cette antenne ce matin. Honte au journal qui salit le nom d'Israël en publiant cette saloperie. Voilà. Bien, votre coup de cœur. Mon coup de cœur, je suis un peu en avance parce que ça sort le 25 janvier, c'est un film de Stéphane Fraisse qui s'appelle « Tu choisiras la vie » et c'est l'histoire d'une famille juive orthodoxe qui vient recueillir le cédra en Calabre et où l'on verra que les choix d'une jeune femme issue de cette famille suivra ou suivra-t-elle pas la voie tracée par son père. C'est une histoire absolument passionnante. C'est ce que vous saurez en allant voir le film le 25 janvier. Stéphane Fraisse. Gilles Gressali. Dieudonné, rien à dire. Enfin, c'est vraiment, voilà, évitons. Par contre, une très bonne lecture qui n'est pas toute récente, c'est 2020, mais que je viens de récupérer. Félix Spitz, Personne ne me croira. C'est un témoignage très bien écrit, très pur de la vie de ce jeune Félix Spitz, qui avait 91 ans quand il écrit, mais qui avait 5 ans dans l'époque des faits, en Allemagne, l'Allemagne de la prise du pouvoir d'Hitler, l'Allemagne des camps, avec une capacité, une lucidité à nous faire vivre, au fond, de faire assister à quelque chose qui est bien de se rappeler une fois par an, peut-être même un peu plus, et c'est une lecture que je recommande pour ça. Merci à tous les trois, c'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.